tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Alors on change. Le changement, c'est justement ce qui est au cœur de la vie des 4 personnes dont nous vous proposons de faire la connaissance aujourd'hui. 4 personnalités bien trempées, 4 militants qui ont fait preuve d'un engagement total en prenant à bras-le-corps l'avenir de notre société. Ils se sont engagés dans des actions citoyennes, ils ont ouvert la voie et vous êtes de plus en plus nombreux à les suivre. Josué a hâte, c'est monsieur Ville en transition. Il est convaincu qu'une autre manière de vivre est possible et qu'il faut dès à présent imaginer un monde sans pétrole. David est un jeune citoyen engagé. Il consacre une grande partie de son temps libre à promouvoir d'autres manières de consommer pour sortir de la spirale infernale de la surconsommation. Chantal est impliquée dans plusieurs projets citoyens orientés vers la nature et les producteurs locaux. Ancienne directrice des ressources humaines, elle gère aujourd'hui des gîtes écologiques. Et puis Laurent, l'homme qui parle 7 langues et tutoie les grands philosophes, s'emploie à développer un nouveau management des entreprises pour l'épanouissement des travailleurs. Et pour cette émission, nous serons accompagnés en musique par Jennifer El Gamal. Que deviendront nos villes lorsqu'il n'y aura plus suffisamment de pétrole disponible? C'est cette question qui est à la base des villes en transition, un concept né en Angleterre. À Ath, dans le Hainaut, le mouvement est en route depuis 2010. Toute une série d'initiatives locales sont en train de se mettre en place et elles prennent de plus en plus d'ampleur. Josué fait partie de ces personnes convaincues qu'une autre manière de vivre ensemble est possible. Ce trentenaire a même fait de la transition son métier. Il donne des conférences sur ce thème et aide ceux qui veulent se lancer dans la transition à démarrer leur projet. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down, get around town. Et les vélos, ils sont où? Il n'y a pas des enfants qui roulent en vélo? Non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas, ils veulent y aller avec les voitures. Moi, je préfère aller faire un tour en vélo. Donc en 2010, on a lancé Ath en transition avec là derrière l'idée de se dire on veut recréer une économie locale plus résiliente, donc qui résiste mieux aux changements qui vont arriver dans l'avenir et aussi un mode de vie plus socialement plus heureux, plus agréable ensemble. Dans les bagnoles, au Batignolles, à Istanbul, avenue du Roule, sur un atoll ou dans la foule, on est là où l'on peut. Donc les initiatives de transition, c'est un projet de citoyens au niveau d'une ville ou d'un quartier. Ça a démarré en Angleterre et l'idée c'est de réfléchir ensemble entre citoyens, entre personnes ordinaires, quel avenir on voudrait, au-delà des changements climatiques, au-delà de la fin de l'énergie bon marché, du pic du pétrole, comment on pourrait vivre bien et vivre mieux dans les limites de la planète. C'est ça l'engin? Oui, c'est la marmite norvégienne. Ah. En fait, c'est une boîte super isolée et comme la casserole garde sa chaleur, les aliments cuisent sans qu'on soit obligé d'apporter une chaleur extérieure. Oui. Aujourd'hui, donc, on fabrique une marmite norvégienne. Par le passé, on a déjà fabriqué des toilettes sèches, toilettes sans eau. On a fabriqué aussi des potagers en carré. À quelques-uns, à quelques voisins, on peut déjà fabriquer des choses qui nous permettent de faire des économies d'énergie et aussi de faire les choses ensemble. Et ça, c'est aussi très agréable. On a un tissu pour mettre autour. On va prendre le tissu de Sabine. Sabine, ton pull. Sabine, ton pull. On a un projet qui s'appelle Les rues en transition, de fournir aux gens qui sont intéressés un carnet. On se base sur un superbe carnet qu'ils ont réalisé là-bas, mais en anglais, avec des références anglaises. Donc on est occupé de traduire et adapter ça. On pourra le remettre aux personnes qui, simplement, dans leur rue, avec leurs voisins, dans leur quartier, ont envie de commencer simplement à leur changement par des petits gestes chez eux. Voilà, et maintenant? Une fois qu'on a mis dans la marmite, on prend le temps restant de cuisson normalement et on le multiplie par 2. Ok. Donc ici, si ça devait cuire 40 minutes au total. Donc on met 10 minutes sur la cuisinière. Il reste 30 minutes x 2, 60 minutes. Voilà. Alors monsieur, ça a été? Bah, l'électricité, c'est pas vraiment ça va le faire. Et là vous voilez. Et les roues voilées, la roue avant aussi, mais ça, j'en ai pas la clé. Aïe aïe aïe, et alors? Ça ne vous empêchera pas de rouler quand même. Je vais pouvoir rouler quand même? Vous n'allez pas vous Pas tuer de tout de problème? suite. Non, ça Je va. peux retourner à vélo hors nu? Sans Il n'y a problème. pas de souci.
Donc ici, c'est le premier hypercafé date en transition. Le principe, c'est que les gens viennent avec des objets qui ne fonctionnent plus. Et il y a des réparateurs bénévoles experts qui leur expliquent comment on peut le réparer ou quelle pièce il faudrait trouver ou qui le réparent tout de suite si c'est possible de le réparer tout de suite. Ici, on est sur un décodeur, mais je ne suis pas électronicien avec une grande expérience quand même, alors j'essaie de voir ce que je peux faire. On sait maintenant très bien qu'il y a une tendance chez les fabricants de fabriquer des objets de plus en plus fragiles qui durent moins longtemps pour nous obliger à en racheter plus souvent. Et l'idée ici, c'est de ne pas se laisser faire par rapport à ça, parce que ça coûte beaucoup d'argent, on doit travailler plus. Il y a aussi la question des ressources naturelles qui sont limitées et qui sont utilisées pour fabriquer, donc ça a beaucoup d'impact. Et donc l'idée du Hypercafé, c'est de se dire, non, on va réparer, ce qui permet aussi de recréer du lien, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est aussi très amusant, très gai, les gens sont contents d'être là. Dans ma famille, on fait les efforts qu'on sait faire par rapport au monde qu'on a envie de mettre en place pour le futur. Maintenant, on n'est pas des gens parfaits, on est des gens ordinaires qui font ce qu'ils peuvent là où ils sont. On utilise encore la voiture de temps en temps, on a des appareils électroniques à la maison, on a des ordinateurs. On part aussi en vacances par exemple en été parce que mon épouse est d'origine, elle vient de Hongrie et donc on part dans la famille en été, c'est un long voyage en voiture, on ne va pas non plus arrêter d'aller voir la famille. Je pense qu'il faut rester dans un équilibre qui permet à la famille de vivre bien. Le changement doit être agréable et positif pour la famille. Si c'est un changement qui nous amène à être malheureux et à se flageller, on ne le fera pas. Je pense que tout le monde, pour changer, a besoin d'aller vers quelque chose qui lui plaît, qu'il a envie de faire. On a envie d'avoir de nouveaux rêves. Et l'idée, c'est d'avoir des rêves qui correspondent un peu plus aux possibilités réelles par rapport à la nature, à l'environnement, à l'énergie, etc., à la vie en société, et d'aller vers là. On peut dire de David qu'il est tombé dans une marmite d'optimisme quand il était petit. David a 27 ans et il ne compte plus les heures passées à atteindre son objectif, montrer qu'il y a moyen de vivre ensemble autrement, en se respectant davantage soi, les autres et la planète. David travaille à Namur dans une ONG d'éducation au développement. Il s'investit aussi à titre bénévole dans une ASBL qui fait la promotion d'initiatives de consommation alternative. Pour David, l'engagement se vit au quotidien, que ce soit par le biais de son travail ou lors de ses temps libres. J'ai décidé de travailler à temps partiel, 3 jours par semaine, afin d'avoir un week-end de 4 jours et de pouvoir faire ce qui me semble essentiel, ce qui me semble important pour mon épanouissement, ce qui fait sens pour moi. J'ai choisi de m'engager dans différents domaines qui amènent toujours à une réflexion sur la société dans laquelle on est et qui proposent, si possible, des comportements, des changements concrets, si possible collectifs, qui questionnent la culture capitaliste. C'est important parce qu'on pense que cette logique de toujours plus, elle est en partie en nous. Il y a un système qui pousse, mais on y participe tous aussi. La Gommette, c'est une association de citoyens qui se regroupent pour réfléchir à d'autres manières de vivre et qui m'ont invité, en tant que membre de l'association Réseau de consommateurs responsables, pour parler de différentes initiatives de consommation collective. Alors il y a les donneries, les groupements d'achat en commun, les réseaux d'échange de savoir, les systèmes d'échange locaux et les potagers collectifs. Ici, chaque point correspond à une initiative. Et les couleurs sont indiquées ici sur le côté pour savoir ce que c'est. Ces initiatives permettent aux gens de se réapproprier une partie de leur vie. Cette réflexion est basée sur quelque chose de concret et ancré dans une pratique régulière. Bon, c'est bio. Certaines transitions, certains changements viennent des gens qui se mettent petit à petit en action. Ils puissent décider non pas juste de ce qu'ils consomment, mais même de comment c'est distribué, comment c'est produit. Il a une maîtrise. Ici, on va donc faire quelque part un mur pour arriver à la salle limite. Ici, il y aura une série de sons et de témoignages, mais en tout cas qui doivent interpeller. L'idée de faire un musée du capitalisme est née avec quelques amis quand on a visité à Prague un musée du communisme. On s'est dit, tiens, c'est un bon outil pour réfléchir au système
socio-économiques ou autres. Peu de gens même débattent sur le capitalisme lui-même. C'est plutôt un fait acquis que nous sommes dans un système capitaliste, le système peut-être naturel ou le plus avancé, ou qu'il n'y en a pas d'autre. On souhaite informer sur ce qu'est le capitalisme et pouvoir avoir du débat sur comment l'améliorer, ou en sortir, ou que chacun en tout cas se fasse son opinion et une meilleure conscience de ce que c'est. Cet engagement s'est orienté notamment avec un voyage d'1 année en Indonésie qui m'a marqué, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est mon retour en Belgique. Je trouvais que les gens étaient assez indifférents au reste du monde ou aux injustices et prenaient comme acquis la société dans laquelle ils sont, le système socio-économique dans lequel ils sont, comme si c'était naturel et la seule voie possible. Et donc, c'est là que j'ai doucement commencé à prendre la parole à différents endroits, à écouter beaucoup de gens, à amener des solutions concrètes. Voilà, bonjour. Donc, si je ne me trompe pas, vous êtes en bac 2 en Sciences Po ? Ok. Aujourd'hui, mon but, c'est que les étudiants se posent des questions sur le système dans lequel ils sont. Ça va être abordé par la mouvance altermondialiste et la mouvance alterlocaliste. Je pense qu'on est dans un système qui rend plutôt apathique ou qui nous pousse à ne pas nous poser de questions et à rentrer dans des cases. Et que oui, se poser des grandes questions sur le système et comment on peut en être acteur, c'est très important. Dans cette maison où j'habite, on est 4 à partager la maison, qui avons la même volonté de partager pas mal de choses. Bien sûr, la maison est ouverte à nos amis, ça c'est évident, mais y compris alors aux coachsurfeurs, ça c'est fréquent, mais aussi parfois à des gens qui sont dans le besoin pour un moment, pour un jour ou une semaine. Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que les Belges boivent à ce moment? De la bière. De la bière. Allons-y pour la bière alors. Regarde. Et accueillir ces personnes, ça me permet de rencontrer d'autres types de gens, ça me permet de voir une diversité. Et pour moi, c'est de l'ordre de l'essentiel, ça me permet de mieux comprendre le monde, de voir différents types de personnes. Et c'est important pour moi. Au Couchsurfing et au système d'échange local. Nourri de voyages et de philosophie, Laurent s'est créé un métier. Il est médecin de la société. Ses compétences sont prisées dans le monde de l'entreprise. Recruté par des chasseurs de tête, Laurent a déjà exercé ses talents chez ING ou plus récemment à la banque BNP Paribas Fortis, au sein de laquelle nous nous trouvons maintenant. Laurent souhaite développer un nouveau type de management qui permettrait à chacun de s'épanouir au sein d'une entreprise. On vit une époque formidable. Nous devons changer la manière de gérer les entreprises. Le profit est une contrainte, n'est plus l'objectif. Ce qui est l'objectif d'une organisation, ça doit être de contribuer positivement à la société. Salut. Ça va bien? Vous pouvez mettre ici, il y en a déjà un. Je vais me changer, je suis là dans 2 minutes. Allô, l'accueil, bonjour Hyundai. Voilà, je suis prêt maintenant. Je ne suis pas un manager de situation stable. J'aime les situations bien complexes où il y a des tas de paramètres à gérer et où il faut remettre de l'ordre. Quand BNP Paribas a repris Fortis, je me suis retrouvé à discuter avec le responsable de BNP Paribas pour la microfinance sur l'idée de lancer quelque chose en Belgique. La première année, on était déjà plus de 400 microcrédits et je pense que ça apporte beaucoup de choses très positives pour stimuler l'entrepreneuriat à Bruxelles en particulier. Puis on va essayer de créer des agences dans le reste du pays. Il faut que paradoxalement, j'étais encore directeur des ressources humaines quand tu as commencé. En fait, dès le début, j'étais via chasseur de tête. Oui. On m'a contacté pour effectivement reprendre la direction de Public Banking. Oui, c'est comme ça que tout a commencé. C'était un recrutement un peu spécial parce que tu avais un parcours de cabinet et un parcours académique et donc ce n'était pas évident. C'était un autre recrutement qu'un trader ou qu'un salesperson. Effectivement, je n'avais pas d'expérience bancaire. Par contre, j'avais une expérience de gestion de crise ou en tout cas de redynamisation
dynamisation d'équipe. Et l'autre occasion que je me rappelle bien, en fait, c'était quelques ans après, quand tu es passé avec ce dossier, avec le dossier de MicroStart au comité de direction. C'était pas gagné dès le début. Et je pense que ça a été un moment extraordinaire, parce que comme tu le dis, c'était un moment unique aussi dans l'histoire de la banque, où il y avait vraiment une prise de participation de la part de la banque dans une société coopérative à but sociétal comme celui-ci. Je sais stimuler la créativité et l'imagination chez les gens qui travaillent avec moi. Et de ce point de vue-là, on a eu au sein de la banque aussi des développements tout à fait extraordinaires. Le plus important pour moi, c'est l'humilité. Le fait d'être à vélo dans une ville induit, quand on est face à toutes ces voitures qui passent à côté de nous, c'est aussi le temps que cela donne pour penser, pour regarder autour de soi. Salut, ça va bien? J'aimerais te demander un petit service pratique de régler les freins du vélo. J'y tiens beaucoup parce que c'est un vélo qui m'a été offert par mes anciens collègues de la banque. Tone, qui est un des partenaires de iPropeller, et moi-même avons rencontré la Poste pour discuter avec eux de comment ils pourraient approcher et développer ces nouveaux services sociétaux, tout en veillant à ce que ces services restent rentables. Salut. Bonjour. Je vous montre le journal RTBX qui a donné le lancement du test dans le Brabant wallon. Pain, fruits, viande, des tests sont en cours depuis le printemps en Flandre et le service vient de s'étendre au Brabant wallon. Reportage de Valérie Mailly. Cette factrice, par exemple, n'effectue que ce genre de service. Elle s'est portée volontaire. Le contact avec le client, pour nous, va changer. On aura davantage le temps d'échanger quelques mots. Voilà, pour nous, ça va être beaucoup plus agréable au point de vue humain. On voit très bien que du côté du facteur, le fait de pouvoir offrir ce service à ces personnes, de pouvoir aider les gens, les revalorise énormément. Vous allez arriver à servir les gens via un service à domicile que peu d'autres personnes peuvent faire. Vous avez de confiance via le facteur pour offrir le service aux personnes âgées, aux personnes qui sont à la maison à cause de leur maladie ou d'un accident qu'ils ont eu et qui ne sont pas toujours dans le monde d'Internet ou quoi que ce soit. Mais si vous entrez là avec votre service, avec votre facteur, vous pouvez toucher un public pour lequel le service a le plus de valeur. Le grand défi que je vous soumets, c'est comment la décision n'a pas été prise, comment est-ce qu'on va pouvoir rendre ce service plus grand, comment est-ce qu'on va pouvoir l'élargir à tout le pays, tout en restant rentable. C'est vraiment le grand défi qu'on a pour l'instant. C'est là, me semble-t-il, que se trouvent les défis de l'innovation sociale de demain. C'est de pouvoir les rendre à la fois accessibles au plus grand nombre, tout en maintenant la rentabilité financière qui permet d'avoir un service durable. C'est passionnant de jouer un peu ce pont, hein, d'avoir cette fonction de pont entre des grandes entreprises et des plus petites, entre le milieu privé et le milieu non marchand ou public ou semi-public, essayer d'établir des liens entre toutes ces organisations parce que toutes les organisations, qu'elles soient petites ou grandes, privées, publiques, non marchandes, peuvent contribuer à ce changement sociétal. J'ai 3 enfants et j'ai vraiment envie de contribuer à leur laisser un monde dans lequel ils vont pouvoir déployer leurs talents. Et je pense que c'est la seule chose qu'on puisse véritablement vouloir, c'est que toute personne dans la société ait l'opportunité, la capacité et un environnement qui lui permette de déployer ses talents.
Terre en vue, c'est le nom de la SBL dans laquelle Chantal s'est investie. Une SBL qui aide les jeunes producteurs à occuper des terres. Mais l'engagement de Chantal ne s'arrête pas là. Elle est également membre du réseau Colibri qui regroupe des citoyens désireux de construire un nouveau projet de société. Enfin, Chantal est à la tête de 3 gîtes éco à Nassogne. Et ce qu'elle aime, c'est partager avec ses clients son envie d'un monde plus responsable. J'ai quitté Bruxelles il y a un peu plus de 30 ans maintenant, avec le choix de vivre à la campagne, d'aller vers la terre. J'ai eu un peu de mal à m'intégrer dans la région, mais voilà, maintenant je suis vraiment bien ici. C'est pas une longue ligne droite, tranquille. Ça a été beaucoup de remue-ménage dans ma vie, mais voilà, j'ai quand même réalisé mes rêves. Bonjour. Bonjour. Vous avez réservé, je crois. Oui, c'est ça, on vient pour le gîte. Ouais. Ah, super. Bonjour, excusez-moi. Le premier gîte a été conçu en 1997. On a commencé par un petit gîte, un gîte accessible aux personnes à mobilité réduite. Je crois que c'est parce qu'à la base, j'avais une formation sociale et que j'avais envie un peu de ça, de contact. Là, je vous montre donc la petite pièce de lit, cuisine équipée. On a pris goût à l'aventure et donc on a ouvert un deuxième gîte, le gîte Amande, qui est à côté du gîte Amandine, qui est aussi un gîte panda. Et quelques années après, on a ouvert le gîte Ambroisie, qui a obtenu le label Clé Verte, donc c'est un label international. Je vous montre le tri poubelle. Nous nous sommes engagés par rapport à ces 2 labels différents, entre autres choses, par exemple à demander aux touristes de bien trier les déchets, mais aussi à fabriquer certains produits d'entretien. Je prépare une pierre d'argile. C'est un des produits d'entretien à maison que je propose aux hôtes qui viennent passer un séjour chez nous. Le but avec les hôtes et les clients qui viennent en séjour chez nous, c'est une transmission de certaines choses. Je le fais dans le respect. Je n'ai pas envie non plus de dire que je suis celle qui a raison. Mais tu peux faire ici, à pied, à vélo. Chouette. J'ai envie d'abord que les gens se sentent bien chez nous. En fait, on est pas loin de... Dans la vie privée, j'attache beaucoup d'importance au jardin, à la culture du jardin, jardin potager, jardin planté pour les insectes, pour les abeilles, pour notre rucher. Donc voilà, c'est une passion. J'ai tout nettoyé et là, on voit qu'elle travaille. Mais bon, il fait tellement froid, c'est un peu tôt aussi. J'ai encore des idées dans la tête. Par exemple, je trouverais ça assez chouette de pouvoir, près des gîtes, monter un petit entrepôt ou quelque chose comme ça avec les produits du terroir, pour que les gens qui viennent chez nous, qui viennent bien souvent de la ville, achètent chez les producteurs du coin, parce qu'on a beaucoup de chance, on a vraiment de tout. Venez. Avec les agneaux, ce sera au plus tôt au mois de juillet. Et donc, il faut prévenir à l'avance. Nous, on s'arrange avec un boucher, puisque nous, on est éleveurs, on vend des animaux vivants. Et puis, le boucher s'arrange avec l'abattoir et les colis sont disponibles chez le boucher quelques jours après. Avec quelques copains, on a monté un groupe qui s'appelle Colibri Famine aujourd'hui. Et un des objectifs de Colibri Famine est de soutenir justement les producteurs du coin. Ils ont l'habitude et donc ils se laissent caresser. C'est vraiment magnifique. Fabienne et Christian Mulders habitent le bas du village, donc habitent à Ambly, et sont passionnés d'anciennes espèces de bovins et d'ovins, donc de roux ardennais et de vaches Highland. Ils se sont impliqués dans le groupe et ils sont soutenus par le groupe et par évidemment tout l'entourage du groupe, puisque l'idée c'est de sensibiliser les consommateurs au travail qu'ils font, comme pour d'autres producteurs. En rencontrant Claudie avec plusieurs familles, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de foncier, donc de valeur de terres agricoles.
30 naissances et tu as assez de terre pour mettre tous ces bêtes Non, je vais dire c'est en prévision des nouvelles terres que j'aurai par terre en vue, seulement fin octobre 2014. Grâce à un ami, nous nous sommes rassemblés à 20-25 familles pour acheter des terres agricoles pour soutenir Claudie Marion. Terre en vue a pour objectif de préserver les terres agricoles des spéculations foncières. L'achat des terres va me permettre évidemment de continuer mon autonomie tout en augmentant un petit peu le cheptel et la rentabilité d'exploitation. C'est un formidable tremplin qui est Terre en vue pour moi. On a le groupe de Terre en vue, mais Terre en vue Europe. Qui vient en formation aujourd'hui pour échanger, pour échanger sur ce qui se fait dans les différents pays. Je crois que c'est une femme qui montre vraiment comment on peut s'engager et je crois qu'elle inspire aussi beaucoup d'autres femmes. Et ça, je trouve vraiment superbe. Elle est aussi dans notre conseil d'administration de la coopérative et elle joue un rôle très important dedans avec sa chaleur humaine qu'elle apporte chaque fois, surtout au moment très difficile. J'ai plusieurs casquettes, mais finalement, ça n'en est qu'une seule. J'ai l'impression que c'est une grande toile d'araignée et que tout se tient. En plus, on a souvent les mêmes personnes qui sont sur cette toile d'araignée, donc c'est très facile et c'est passionnant. C'est avec ce dernier témoignage que l'on se quitte. J'espère que vous aurez eu l'occasion de vous interroger sur la manière dont vous pouvez, vous aussi, poser des gestes citoyens plus en adéquation avec le bien-être individuel et collectif. Les personnes que nous vous avons montrées vivent leur engagement pleinement, mais chacun, à son niveau, selon le temps dont il dispose et selon ses envies, peut faire bouger les choses. Et puis, si le cœur vous en dit, si vous avez envie de partager vos opinions ou de nous donner votre avis, n'hésitez pas à vous exprimer sur notre page Facebook. Elle n'attend que vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Mm-hmm.